Je m'appelle Thérèse, j'ai 72 ans, et ce soir-là a changé ma vie pour toujours. Mes mains tremblent encore quand je repense à ce moment précis où cette jeune serveuse s'est penchée vers moi et a murmuré ces mots qui m'ont glacé le sang. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ce soir fatidique au restaurant, je dois vous ramener en arrière, vous faire comprendre comment j'en suis arrivée là, comment une femme comme moi, qui avait tout sacrifié pour sa famille, s'est retrouvée face à la plus grande trahison de sa vie. Tout a commencé il y a 50 ans, quand j'ai rencontré Henri. J'avais 22 ans, j'étais jeune, belle, pleine de rêves. Je travaillais comme institutrice dans une petite école de Lyon. Henri était architecte, il venait de décrocher son diplôme et débordait d'ambition. Nos regards se sont croisés lors d'un vernissage, et j'ai su immédiatement que cet homme allait bouleverser mon existence. Il avait ce charisme, cette assurance qui faisait tourner toutes les têtes. Moi, la discrète Thérèse, j'avais réussi à capturer son attention. Il m'a fait la cour pendant 3 mois, m'offrant des roses blanches chaque vendredi, m'emmenant dans les meilleurs restaurants de la ville. J'étais envoûtée, complètement sous son charme. 6 mois plus tard, nous nous marions dans la cathédrale Saint-Jean, devant 200 invités. Ma mère pleurait de joie, mon père serrait fièrement la main de son nouveau gendre. J'étais au paradis. Les premières années ont été merveilleuses. Henri travaillait jour et nuit pour bâtir sa carrière, et moi je l'attendais à la maison, préparant des dîners parfaits, maintenant notre appartement impeccable. Puis notre fils Julien est né. Oh, mon Julien! Ce petit être parfait qui avait les yeux de son père et mon sourire. J'ai quitté mon poste d'institutrice pour me consacrer entièrement à lui. Henri insistait, disant qu'un enfant avait besoin de sa mère à plein temps. J'ai accepté sans hésiter, pensant que c'était ce qu'une bonne épouse devait faire. Les années ont passé, Henri gagnait de plus en plus d'argent, nous avons déménagé dans une magnifique villa à Caluire-et-Cuire, avec vue sur la Saône. Julien grandissait, devenait un jeune homme brillant. Il a étudié le commerce à l'EM-Lyon, puis est parti à Paris pour travailler dans la finance. Mon petit garçon était devenu un homme d'affaires prospère, et j'en étais si fière. Mais voilà, les choses ont commencé à changer il y a environ 5 ans. Henri prenait sa retraite, et au lieu de profiter de nos vieux jours ensemble comme je l'avais imaginé, il est devenu distant, froid. Il passait ses journées enfermé dans son bureau, collé à son ordinateur, parlant de nouveaux investissements, de placements. Il avait toujours contrôlé nos finances, je n'avais jamais eu accès à nos comptes bancaires. C'était lui l'homme, c'était lui qui gérait l'argent. Moi, je recevais une allocation mensuelle pour les courses et les dépenses du ménage. Quand je demandais des explications sur notre situation financière, il me répondait sèchement que je ne comprendrais pas, que c'était trop compliqué pour moi. J'avalais ces humiliations en silence, comme j'avais appris à le faire pendant 50 ans. Puis est arrivé ce coup de téléphone de Julien, il y a 3 semaines. Mon fils m'appelait pour m'inviter à dîner dans un restaurant chic de Lyon, un établissement étoilé au Michelin dont j'avais entendu parler mais où je n'étais jamais allée. Il m'a dit qu'Henri serait là aussi, qu'il voulait nous annoncer quelque chose d'important. J'étais excitée, peut-être allait-il nous présenter une petite amie, peut-être allait-il nous annoncer son mariage. Mon cœur de mère débordait déjà de joie à cette perspective. J'ai passé la semaine à imaginer ma future belle-fille, à rêver de futurs petits-enfants. J'ai acheté une nouvelle robe, bleu marine, élégante mais pas trop tape, accent grave l'œil. Je voulais être parfaite pour cette soirée. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien, vous qui m'écoutez en ce moment. Prenez quelques secondes pour écrire en commentaire de quelle ville vous regardez cette histoire. Faites-le maintenant, cela ne prendra qu'un instant. Je veux savoir où vous êtes, je veux sentir que nous sommes connectés, vous et moi, à travers cette histoire qui va vous glacer le sang. Le soir du dîner est arrivé. Henri était déjà parti, me disant qu'il avait des courses à faire avant. J'ai pris un taxi jusqu'au restaurant, le Cygne d'Or, situé dans le 2e arrondissement. C'était un endroit magnifique, avec des lustres en cristal, des nappes blanches immaculées, et une ambiance feutrée. Le maître d'hôtel m'a accueilli avec un sourire professionnel et m'a guidé vers une table au fond de la salle. Henri n'était pas encore arrivé, mais Julien était déjà là, impeccable dans son costume 3 pièces gris anthracite. Il s'est levé pour m'embrasser, mais j'ai senti quelque chose d'étrange dans son attitude. Il évitait mon regard, ses mains tremblaient légèrement. Je me suis installée, essayant de chasser cette impression désagréable qui commençait à m'envahir. Puis elle est apparue.
La serveuse. Une jeune femme d'environ 25 ans, aux cheveux châtains attachés en chignon strict, aux yeux noisettes qui semblaient porter le poids du monde. Elle s'est approchée de notre table pour prendre notre commande de boisson. Julien a commandé un whisky, j'ai demandé un verre d'eau. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Alors qu'elle se penchait pour remplir mon verre, elle s'est approchée de mon oreille et a murmuré ces mots qui allaient tout changer. Va en Bora Agora. Partez maintenant. Sa voix était à peine audible, mais l'urgence qu'elle contenait était palpable. Je l'ai regardée, stupéfaite, mais elle avait déjà reculé, reprenant son masque professionnel. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que savait-elle ? Pourquoi me disait-elle de partir ? Julien n'avait rien remarqué, il était trop occupé à consulter son téléphone. J'ai essayé de croiser à nouveau le regard de la serveuse, mais elle s'était déjà éloignée vers les cuisines. Mon esprit tournait à toute vitesse. Devais-je partir ? Devais-je rester ? Quelque chose de terrible allait-il se produire ? Henri est arrivé 10 minutes plus tard, accompagné d'une femme que je ne connaissais pas. Une femme d'environ 45 ans, blonde, mince, élégamment vêtue d'un tailleur Chanel. Mon mari m'a présenté à elle avec une désinvolture qui m'a coupé le souffle. Thérèse, voici Nathalie. Nathalie, ma femme. Ma femme. Il avait prononcé ces mots comme si j'étais un meuble encombrant dont il devait mentionner l'existence par pure politesse. Nathalie m'a tendu une main manucurée, un sourire froid aux lèvres. J'ai serré cette main par automatisme, mon cerveau refusant encore de comprendre ce qui se passait. Ils se sont assis en face de nous, Henri à côté de cette femme, et j'ai vu. J'ai vu la façon dont il la regardait, dont sa main se posait naturellement sur la sienne, dont il souriait d'un sourire que je ne lui connaissais plus depuis des décennies. Mon sang s'est glacé dans mes veines. La serveuse savait. Elle savait ce qui allait m'arriver ce soir-là, et elle avait essayé de me sauver de cette humiliation publique. Julien a toussé, mal à l'aise, et a commencé à parler. Maman, papa a quelque chose à t'annoncer. Nous t'avons fait venir ici ce soir parce que nous pensons que c'est le meilleur endroit pour avoir cette conversation. Un lieu public, neutre. Henri a pris le relais, sa voix était ferme, presque professionnelle, comme s'il présentait un projet d'architecture à un client. Thérèse, je ne vais pas tourner autour du pot. Nathalie et moi sommes ensemble depuis 3 ans. Nous nous aimons et nous voulons construire notre vie ensemble. J'ai décidé de demander le divorce. Le monde s'est effondré autour de moi. 50 ans de mariage balayés en une phrase. 3 ans de mensonges, de trahison. Et mon fils, mon propre fils, était au courant. Il le savait et ne m'avait rien dit. La serveuse est revenue à ce moment-là, elle a vu mon visage décomposé, mes mains qui tremblaient. Elle a posé les menus devant nous, et j'ai senti sa main effleurer brièvement mon épaule, un geste de compassion furtif. « Voulez-vous commander maintenant » a-t-elle demandé d'une voix douce. « Non » a répondu sèchement Henri. « Laissez-nous tranquilles pour le moment. » Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était nouée, mes yeux brûlaient de larmes que je refusais de laisser couler devant eux. Henri a continué, implacable. « J'ai déjà consulté un avocat. Nous allons procéder à un divorce à l'amiable. La maison sera vendue, les biens partagés équitablement. Tu recevras une pension alimentaire confortable. C'est mieux ainsi, Thérèse. Tu dois comprendre que notre mariage est mort depuis longtemps. Nous ne nous aimons plus. Enfin, je ne t'aime plus. » Chaque mot était un coup de poignard. Nathalie restait silencieuse, un petit sourire satisfait aux lèvres, comme si elle assistait à la victoire qu'elle attendait depuis 3 ans. Et Julien, mon Julien, regardait ses mains, incapable de lever les yeux vers moi. J'ai finalement trouvé ma voix, une voix brisée que je reconnaissais à peine. « Comment as-tu pu ? 50 ans, Henri. 50 ans de ma vie. J'ai tout sacrifié pour toi, pour notre famille. J'ai abandonné ma carrière, mes rêves, tout. Et voilà comment tu me remercies. » En me jetant comme un vieux chiffon devant une étrangère et notre fils. Henri a soupiré, comme si j'étais une enfant capricieuse qui refusait de comprendre une évidence. Justement, Thérèse. Tu as sacrifié ta carrière, mais regardons les choses en face, tu n'aurais jamais fait grande chose de toute façon. Une petite institutrice de province.
Alors que moi, j'ai bâti un empire. J'ai créé la richesse dont tu as profité pendant toutes ces années. Cette maison, ces vêtements, ce confort, c'est moi qui te les ai offerts. Tu me dois tout. Ces paroles me cinglaient comme un fouet. Julien a murmuré papa, ce n'est pas nécessaire de, mais Henri l'a interrompu d'un geste de la main. C'est à ce moment que la serveuse est réapparue. Elle portait une carafe d'eau, mais je voyais dans ses yeux qu'elle avait entendu l'échange. Elle s'est approchée de moi, a rempli mon verre, et alors qu'elle se penchait, elle a glissé quelque chose dans ma main. Un petit morceau de papier plié. Puis elle s'est éloignée rapidement. J'ai discrètement ouvert le papier sous la table. Il y avait un numéro de téléphone et ces mots. Appelez-moi après. Je peux vous aider. Vous méritez mieux. Je ne comprenais pas pourquoi cet inconnu se souciait de moi, mais sa compassion a été la seule lumière dans cette soirée cauchemardesque. Henri a continué à exposer ses plans comme s'il discutait d'un simple contrat d'affaires. Nathalie et moi allons nous marier dès que le divorce sera prononcé. Nous partirons vivre dans le sud, à Nice. J'ai déjà acheté un appartement là-bas avec vue sur la mer. Tu pourras rester à Lyon, près de Julien. C'est plus raisonnable à ton âge. À mon âge. J'avais 72 ans, lui 75. Comme si 3 ans de différence faisaient de moi une vieillarde pendant qu'il était encore dans la fleur de l'âge. J'ai regardé Nathalie plus attentivement. Elle devait avoir fait de la chirurgie esthétique, son visage était lisse, presque figé. Ses lèvres pulpeuses, son front sans rides, tout en elle criait l'artifice. Julien s'est enfin décidé à parler. Maman, je sais que c'est difficile, mais papa a raison. Vous n'étiez plus heureux ensemble depuis longtemps. C'est mieux pour tout le monde. Mon propre fils. Mon bébé que j'avais porté, nourri, élevé, consolé pendant toutes ces années. Il prenait le parti de son père, il justifiait cette trahison. J'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Pas seulement mon cœur, mais mon âme elle-même. Et toi, Julien? Toi tu le savais depuis combien de temps? Il a détourné les yeux. Depuis le début. Papa m'a demandé de ne rien te dire. Il voulait attendre le bon moment. Le bon moment. Comme s'il existait un bon moment pour détruire une vie. J'ai voulu me lever, partir, fuir cet endroit maudit, mais mes jambes refusaient de me porter. J'étais paralysée par le choc, par la douleur, par la trahison. Henri a sorti des documents de sa mallette. J'ai besoin que tu signes ces papiers ce soir. Ce sont les documents préliminaires pour le divorce. Mon avocat m'attend avec les copies notariées. Plus vite nous réglerons cela, mieux ce sera pour tout le monde. Il voulait que je signe. Là, maintenant, dans ce restaurant, devant sa maîtresse et mon fils complice. L'humiliation était totale, absolue. J'ai pris les documents d'une main tremblante. Il y avait des dizaines de pages, remplies de termes juridiques que je ne comprenais pas. Je n'avais jamais eu à m'occuper de ce genre de choses, Henri s'était toujours chargé de tout. Et maintenant, dans l'état de choc où j'étais, il voulait que je signe des papiers qui allaient déterminer le reste de ma vie. J'ai commencé à lire, mais les mots dansaient devant mes yeux. La pension alimentaire mentionnée était ridicule, à peine de quoi vivre décemment. La répartition des biens était scandaleusement déséquilibrée. Henri allait repartir avec la quasi-totalité de notre fortune, me laissant juste assez pour survivre dans un petit appartement. Non, ai-je finalement réussi à articuler. Je ne signerai pas. Pas ce soir. Pas comme ça. Henri a froncé les sourcils, visiblement contrarié. Thérèse, sois raisonnable. Ces termes sont généreux compte tenu des circonstances. Tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais contribué financièrement. Tout ce que nous avons, c'est moi qui l'ai créé. Je pourrais te laisser bien moins. Sa cruauté était infinie. 50 ans à m'occuper de sa maison, de son fils, de lui, et il osait dire que je n'avais jamais contribué. 50 ans à repasser ses chemises, préparer ses repas, organiser ses réceptions professionnelles, à être sa parfaite petite épouse, et cela ne valait rien à ses yeux. Nathalie a posé sa main sur le bras d'Henri, un geste possessif qui m'a donné envie de vomir. Chérie, peut-être devrions-nous lui laisser un peu de temps pour assimiler tout cela. Elle peut consulter un avocat si elle le souhaite. Mais Henri a secoué la tête. Non,
nous avons déjà perdu assez de temps. J'ai tourné 75 ans le mois dernier, je ne vais pas gaspiller le temps qu'il me reste à attendre qu'elle accepte l'inévitable. Il s'est tourné vers moi, son regard dur comme l'acier. Tu vas signer ces papiers, Thérèse. Que tu le veuilles ou non, ce mariage est terminé. C'est à ce moment que j'ai vraiment compris. Ce n'était pas juste une question de divorce. Il y avait autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus calculé dans tout cela. Pourquoi cette urgence ? Pourquoi cette pression pour que je signe immédiatement, sans même avoir le temps de consulter un avocat ? J'ai regardé Julien, cherchant dans ses yeux un soupçon de compassion, de remords, mais je n'ai vu que de la gêne et de l'impatience. Il voulait que cette scène se termine rapidement, que je signe pour qu'ils puissent tous retourner à leur vie sans moi. J'ai pensé au papier que la serveuse m'avait glissé. Pourquoi cette femme que je ne connaissais pas se souciait-elle de moi ? Que savait-elle que j'ignorais ? J'ai senti le papier dans ma paume, comme une bouée de sauvetage dans l'océan de désespoir où je me noyais. J'ai pris une décision. Je me suis levée, mes jambes tremblantes me portant à peine, et j'ai dit d'une voix que j'ai voulu ferme mais qui tremblait. Je ne signerai rien ce soir. Je vais consulter mon propre avocat. Si tu veux divorcer, Henri, nous le ferons dans les règles, pas dans ce simulacre de réunion. Henri a abattu son poing sur la table, faisant sursauter les clients des tables voisines. Tu es pathétique, Thérèse. Une vieille femme têtue qui refuse de voir la réalité. Très bien, fais comme tu veux. Mais sache que je vais me battre. Je vais prouver que tu n'as droit à rien. Tu vas le regretter. Ces menaces ne m'atteignaient plus. J'étais au-delà de la douleur, dans un état second où plus rien ne semblait réel. J'ai ramassé mon sac et me suis dirigée vers la sortie du restaurant, la tête haute malgré les larmes qui commençaient enfin à couler sur mes joues. Et la serveuse m'a rattrapée près de la porte. Elle a enlevé son tablier et m'a suivie dehors. Madame, attendez. Je m'appelle Céline. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. J'ai sangloté, incapable de retenir plus longtemps l'émotion qui m'étouffait. Pourquoi ? Pourquoi voudriez-vous aider une vieille femme comme moi ? Elle a pris mes mains dans les siennes, ses yeux remplis d'une compassion sincère. Parce que ma mère a vécu la même chose il y a 5 ans. Mon père l'a quittée après 40 ans de mariage pour une femme plus jeune. Il l'a dépouillée de tout, l'a laissée sans rien. Elle s'est suicidée 6 mois plus tard. Je ne pouvais rien faire pour elle, mais je peux faire quelque chose pour vous. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de massue. Cette jeune femme avait perdu sa mère dans des circonstances similaires, et maintenant elle essayait de sauver une inconnue du même destin. J'ai serré ses mains, reconnaissante pour cette bouée de sauvetage inattendue. Que savez-vous ? Ai-je demandé. Qu'est-ce qui vous a fait me dire de partir ? Céline a jeté un coup d'œil vers le restaurant, s'assurant que personne ne nous observait. J'ai entendu votre mari et votre fils parler avant votre arrivée. Ils étaient installés au bar. Votre mari disait à votre fils qu'une fois que vous auriez signé ces papiers, il allait transférer tout l'argent à l'étranger, dans des comptes offshore. Il disait que vous ne verriez jamais un centime de la fortune qu'il a accumulée. Que vous aviez été assez stupide pendant 50 ans pour lui faire confiance aveuglément, et que vous étiez trop vieille et trop ignorante pour vous battre maintenant. Et la rage a commencé à remplacer la douleur. Il voulait me voler. Après m'avoir trahi, humilié, il voulait aussi me laisser dans la misère. 50 ans de ma vie, et il pensait pouvoir partir avec tout, me laissant avec rien. Céline a continué. Mais il y a plus. J'ai aussi entendu votre fils dire quelque chose sur une société offshore à Monaco. Il parlait de parts que votre mari lui avait transférées il y a 2 ans. Je crois qu'ils ont déjà commencé à cacher l'argent. C'est pour ça que votre mari veut que vous signiez maintenant, avant que vous ne découvriez ce qu'ils ont fait. Mon propre fils. Mon Julien. Il n'était pas juste un complice passif, il était activement impliqué dans cette fraude. Ils avaient planifié tout cela ensemble, père et fils, pour me dépouiller de tout ce qui m'était dû. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi, et Céline m'a rattrapée, me guidant vers un banc près du restaurant. Respirez, madame. Respirez profondément. Vous devez rester forte maintenant. Vous devez vous battre. Je me suis accrochée à ces paroles comme à une planche de salut. Oui, je devais me battre. Mais comment ?
Je n'avais aucune expérience dans ces domaines, aucune connaissance de la finance ou du droit. Céline a sorti son téléphone. Ma tante est avocate spécialisée dans les divorces conflictuels. Elle a aidé ma mère pendant sa procédure, même si c'était trop tard. Mais elle sait comment ces hommes opèrent, comment ils cachent leur argent, comment ils manipulent le système. Je peux l'appeler maintenant si vous voulez. Elle acceptera de vous voir en urgence. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Céline a composé un numéro, a parlé rapidement en expliquant la situation. Quelques minutes plus tard, elle a raccroché. Elle peut vous recevoir demain matin à 9 h dans son cabinet. Elle m'a dit de vous dire de ne signer absolument rien d'ici là, et de ne pas rentrer chez vous ce soir. Et ne pas rentrer chez moi. Mais où pouvais-je aller? Céline a semblé lire dans mes pensées. Venez chez moi. J'ai un petit appartement pas loin d'ici. Ce n'est pas grand, mais vous serez en sécurité. Demain, nous irons voir ma tante ensemble. Sa générosité m'a bouleversée. Cette étrangère m'offrait plus de compassion et de soutien que ma propre famille ne l'avait fait en 50 ans. J'ai accepté, n'ayant pas d'autre choix. Nous avons pris un taxi jusqu'à son appartement dans le 3e arrondissement, un petit 2 pièces modeste mais propre et accueillant. Céline m'a préparé du thé, m'a installé sur son canapé avec une couverture. Elle s'est assise en face de moi, et pendant des heures, je lui ai raconté ma vie. 50 ans de mariage avec Henri, les sacrifices, les compromis, les petites humiliations quotidiennes que j'avais avalées en silence. Je lui ai parlé de Julien, de l'amour inconditionnel que j'avais pour mon fils, et de la douleur atroce de sa trahison. Elle m'a écouté sans m'interrompre, hochant la tête, ses yeux brillant parfois de larmes contenues. Quand j'ai eu terminé, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous savez, Madame Thérèse, ma mère m'a dit quelque chose juste avant de mourir. Elle m'a dit qu'elle regrettait de ne pas s'être battue, de ne pas avoir fait valoir ses droits. Elle disait qu'elle avait passé 40 ans à être invisible, et qu'elle était morte invisible. Mais vous avez encore une chance. Vous pouvez vous battre. Vous pouvez montrer à ces hommes qu'ils ne peuvent pas simplement jeter une femme comme un déchet après avoir utilisé toute sa vie. Vous pouvez obtenir justice. Cette nuit-là, dans l'appartement de Céline, j'ai à peine dormi. Mon esprit tournait en boucle, rejouant chaque moment de cette soirée catastrophique, mais aussi chaque moment de ces 50 dernières années. Je voyais maintenant tous les signes que j'avais ignorés, toutes les fois où Henri m'avait rabaissé, marginalisé, traité comme une moins que rien. Je voyais comment j'avais laissé cela arriver, comment j'avais accepté ce rôle de femme soumise et effacée. Mais je voyais aussi que ce n'était pas trop tard. J'avais 72 ans, mais j'étais encore en vie, encore capable de me battre. Le lendemain matin, Céline et moi sommes allés au cabinet de maître Sophie Durand, son avocate de tante. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés courts, au regard perçant et intelligent. Elle m'a écouté raconter mon histoire, prenant des notes, posant des questions précises. Quand j'ai eu terminé, elle a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Madame Thérèse, ce que votre mari et votre fils font est illégal. Ils essaient de dissimuler des actifs matrimoniaux, ce qui est un délit pénal. Nous allons nous battre, et nous allons gagner. Mais vous devez être prête pour ce qui vient. Ce ne sera pas facile. Ils vont se battre, ils vont essayer de vous intimider, de vous faire passer pour une vieille femme sénile. Êtes-vous prête à affronter cela? J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu, à tout ce qu'ils m'avaient volé, pas seulement l'argent mais ma dignité, mon estime de moi. J'ai pensé à la mère de Céline qui n'avait pas eu la chance de se battre. Et j'ai dit oui. Oui, je suis prête. Maître Durand a souri, un sourire féroce qui m'a fait comprendre que j'avais une alliée redoutable. Bien. Alors commençons. Nous allons demander une ordonnance de gel de tous les comptes de votre mari, y compris ceux à l'étranger. Nous allons engager un détective privé pour tracer tous les transferts d'argent qu'il a effectués ces dernières années. Et nous allons vous obtenir une pension alimentaire substantielle pendant la procédure de divorce. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus libératrices. Avec l'aide de Maître Durand, nous avons découvert l'étendue de la fraude d'Henri. Il avait effectivement transféré des millions d'euros dans des comptes offshore au Panama et aux îles Caïmans. Il avait créé des sociétés fictives au nom de Julien pour cacher des actifs.
Il avait même hypothéqué secrètement notre maison pour investir dans des projets immobiliers avec Nathalie. Chaque découverte était un nouveau coup, une nouvelle trahison, mais aussi une nouvelle preuve qui renforçait notre dossier. Henri a été choqué quand il a reçu l'ordonnance de gel de ses comptes. Il m'a appelé, hurlant au téléphone, me traitant de tous les noms. « Comment oses-tu » criait-il. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu vas le regretter, Thérèse. Tu vas tout perdre. » Mais je n'avais plus peur de lui. Pour la première fois en 50 ans, je tenais tête à cet homme qui m'avait dominé toute ma vie. « Non, Henri, ai-je répondu calmement. C'est toi qui vas tout perdre. Tu as fraudé, tu as menti, tu as volé. Et maintenant tu vas payer. » Julien a essayé une approche différente. Il est venu me voir, les larmes aux yeux, implorant mon pardon. « Maman, je suis désolé. Papa m'a manipulé, je ne savais pas ce que je faisais. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je suis ton fils. » Mais j'ai vu à travers ses larmes de crocodile. J'ai vu l'homme égoïste et cupide qu'il était devenu. L'homme qui avait participé activement à ma spoliation. « Tu n'es plus mon fils », lui ai-je dit, et ces mots m'ont déchiré le cœur, mais ils devaient être prononcés. Mon fils est mort le soir où tu t'es assis à cette table de restaurant en sachant ce qui allait m'arriver. L'homme qui se tient devant moi n'est qu'un étranger cupide qui porte le nom que je lui ai donné. Le procès a duré 6 mois. 6 mois pendant lesquels chaque détail sordide de notre vie conjugale a été étalé devant les tribunaux. L'avocat d'Henri a essayé toutes les tactiques possibles pour me discréditer. Il a prétendu que j'étais sénile, que j'inventais des histoires, que j'étais une femme amère et vindicative qui voulait détruire un homme bon par pure méchanceté. Il a même essayé de faire témoigner d'anciens voisins qui affirmaient que j'étais une mauvaise épouse, négligente et froide. Mais Maître Durand a démoli chacun de ces arguments avec une précision chirurgicale. Elle a présenté les relevés bancaires prouvant les transferts frauduleux, les documents de création des sociétés offshore, les témoignages d'employés de banque qui confirmaient les manœuvres d'Henri pour cacher son argent. Elle a fait témoigner des amis et des connaissances qui attestaient de mon dévouement pendant 50 ans, de ma fidélité, de mes sacrifices. Et surtout, elle a fait témoigner Céline, cette jeune serveuse qui avait eu le courage de me sauver ce soir-là au restaurant. Céline a raconté au tribunal ce qu'elle avait entendu, les conversations entre Henri et Julien, leur plan pour me dépouiller de tout. Le jour du verdict est arrivé. J'étais assise dans cette salle d'audience, entourée par Céline et Maître Durand, face à Henri et Julien qui évitaient soigneusement mon regard. Nathalie était là aussi, moins arrogante qu'avant, visiblement inquiète de ce que le jugement pourrait signifier pour son avenir doré. Le juge, une femme d'une 60aine d'années aux lunettes sévères, a commencé à lire son verdict. Elle a parlé pendant presque 1 heure, détaillant chaque aspect de l'affaire, chaque preuve de fraude, chaque mensonge découvert. Puis elle a prononcé son jugement. « Monsieur Dubois, vous avez systématiquement et délibérément tenté de frauder votre épouse de ses droits légitimes sur les biens matrimoniaux. Vous avez caché des actifs, créé des structures offshore illégales, et manipulé votre propre fils pour participer à cette fraude. Ces actions constituent non seulement une violation grave du droit familial, mais aussi des délits pénaux qui feront l'objet de poursuites séparées. En conséquence, je statue que Madame Thérèse Dubois a droit à 65% de tous les actifs matrimoniaux, y compris ceux qui ont été dissimulés. Monsieur Henri Dubois devra également payer une pénalité de 500 000 € pour fraude délibérée, ainsi que tous les frais juridiques de Madame Dubois. J'ai entendu Henri inspirer brusquement, comme si on venait de le frapper. 65%. La juge ne s'était pas arrêtée au partage équitable standard de 50-50. Elle m'avait accordé plus, comme punition pour ses actions. La juge a continué. Concernant Monsieur Julien Dubois, je note qu'il a activement participé à la dissimulation d'actifs en acceptant des transferts de biens à son nom dans le but de les soustraire au patrimoine matrimonial. Il devra restituer l'intégralité de ses biens à sa mère. De plus, compte tenu de la gravité des faits, je transmets ce dossier au procureur de la République pour d'éventuelles poursuites pénales. Julien est devenu blême. Il risquait maintenant des poursuites criminelles. Henri s'est levé brusquement, criant « c'est une injustice », mais le juge l'a fait rasseoir d'un regard glacial. « Monsieur Dubois, vous avez eu 50 ans de mariage pendant lesquels votre épouse s'est occupée de votre foyer, a élevé votre fils, et vous a soutenu dans votre carrière.
Elle a sacrifié sa propre carrière professionnelle pour permettre la vôtre. Ces contributions ont une valeur économique réelle, même si elles n'ont pas généré de revenus directs. Vous avez tenté de la priver de toute reconnaissance de ses contributions. Ce tribunal ne permettra pas une telle injustice. Quand nous sommes sortis du tribunal ce jour-là, j'ai senti un poids immense se soulever de mes épaules. Céline m'a serré dans ses bras, pleurant de joie. Maître Durand souriait, satisfaite de sa victoire. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment une question de victoire. C'était une question de justice, de reconnaissance, de dignité retrouvée. Henri avait tout perdu, pas seulement l'argent mais sa réputation, son honneur. Julien faisait face à de possibles accusations criminelles qui pourraient détruire sa carrière en finance. Les mois suivants ont été consacrés à la liquidation des actifs. La maison a été vendue, l'argent rapatrié des comptes offshore, les sociétés fictives dissoutes. Au final, j'ai reçu près de 8 millions d'euros, fruit de 50 ans de travail d'Henri, mais aussi de mes 50 ans de sacrifices invisibles. Henri a gardé environ 5 millions, bien moins que ce qu'il avait espéré emporter dans sa nouvelle vie avec Nathalie. Et d'ailleurs, Nathalie l'a quitté peu de temps après le verdict. Apparemment, un homme de 75 ans avec seulement 5 millions d'euros et une réputation ruinée était moins attrayant qu'elle ne l'avait imaginé. J'ai acheté un bel appartement dans le 6e arrondissement de Lyon, avec vue sur le Rhône. Un endroit lumineux, moderne, qui m'appartient en propre. J'ai repris contact avec d'anciennes amies que j'avais négligées pendant toutes ces années où Henri monopolisait mon temps et mon attention. J'ai commencé à voyager, à découvrir le monde que je n'avais jamais eu l'occasion d'explorer. J'ai visité l'Italie, l'Espagne, la Grèce. À 72 ans, j'ai commencé à vivre pour la première fois de ma vie. Céline est devenue comme une fille pour moi. Nous nous voyons régulièrement, elle vient dîner chez moi au moins une fois par semaine. Je l'aide financièrement dans ses études, car elle a décidé de reprendre l'université pour devenir travailleuse sociale. Elle veut aider d'autres femmes comme sa mère, comme moi, des femmes prises au piège dans des relations toxiques et abusives. Je suis si fière d'elle, de son courage, de sa compassion. Sans elle, je ne serais probablement pas là aujourd'hui pour raconter cette histoire. Mais laissez-moi revenir un instant sur quelque chose d'important. Vous qui m'écoutez en ce moment, je veux que vous compreniez pourquoi je vous raconte tout cela. Je veux que vous vous inscriviez à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toutes les autres histoires comme la mienne qui seront racontées. Des histoires de femmes, et parfois d'hommes, qui ont été trahis, manipulés, dépouillés par ceux qu'ils aimaient. Des histoires de survie, de courage, de justice. Chaque histoire est une leçon, un enseignement sur la vie, sur l'amour, sur la résilience humaine. En vous abonnant, vous soutenez le partage de ces expériences, vous aidez d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a toujours de l'espoir. Alors s'il vous plaît, prenez quelques secondes maintenant pour cliquer sur ce bouton d'abonnement. Vous ne le regretterez pas maintenant, laissez-moi continuer mon histoire. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est ce qui est arrivé à Henri et Julien après le procès. Henri a effectivement déménagé à Nice comme il l'avait prévu, mais seul. Il vit dans un appartement modeste, loin du luxe qu'il avait imaginé. J'ai entendu dire qu'il a des problèmes de santé, que son cœur le fait souffrir. Une partie de moi ressent de la pitié pour lui, malgré tout ce qu'il m'a fait. 50 ans de vie commune ne s'effacent pas facilement, même quand ils ont été empoisonnés par la trahison. Mais je ne l'ai pas contacté, et je ne le ferai jamais. Cette partie de ma vie est terminée, définitivement fermée. Julien a réussi à éviter la prison grâce à un bon avocat et au fait qu'il a coopéré avec les autorités en révélant tous les détails des manœuvres frauduleuses de son père. Mais sa carrière dans la finance est terminée. Aucune institution respectable ne veut embaucher quelqu'un qui a été impliqué dans une affaire de fraude, même s'il n'a pas été condamné pénalement. Il a dû quitter Paris, quitter son appartement luxueux, son train de vie fastueux. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il travaillait comme conseiller financier indépendant dans une petite ville de province, gagnant à peine de quoi vivre. Et elle m'a écrit plusieurs lettres, implorant mon pardon, expliquant combien il regrettait, combien il réalisait maintenant l'énormité de ce qu'il avait fait. Mais je n'ai répondu à aucune de ces lettres. Peut-être suis-je cruel, peut-être suis-je impitoyable, mais je ne peux pas oublier ce qu'il a fait. Il n'était pas un enfant manipulé par son père. C'était un homme de 45 ans, parfaitement conscient de ses actes, qui a choisi l'argent plutôt que sa mère.
Il a choisi de me trahir, de participer activement à ma spoliation. Et pour cela, je ne peux pas lui pardonner. Pas maintenant, peut-être jamais. Maître Durand m'a expliqué que mon cas était loin d'être unique. Elle me disait que chaque année, des centaines, des milliers de femmes de ma génération se retrouvent dans la même situation. Des femmes qui ont tout sacrifié pour leur famille, qui n'ont jamais eu leur propre carrière, leur propre argent, leur propre indépendance, et qui se retrouvent jetées comme des déchets quand leur mari décide de recommencer leur vie avec une femme plus jeune. Elle m'a dit que mon histoire, ma victoire au tribunal, donnait de l'espoir à d'autres femmes dans des situations similaires. C'est pour cette raison que j'ai décidé de raconter mon histoire publiquement. Pas pour me venger d'Henri ou de Julien, ils ont déjà payé le prix de leurs actions. Mais pour que d'autres femmes sachent qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent se battre, qu'elles ne doivent pas accepter d'être traitées comme des moins que rien. J'ai créé une association avec l'argent que j'ai reçu du règlement du divorce. Une association qui aide les femmes en situation de divorce difficile, qui leur offre des conseils juridiques gratuits, qui les met en contact avec des avocats compétents comme Maître Durand. Nous avons déjà aidé plus de 50 femmes en seulement un an. 50 femmes qui, comme moi, se croyaient impuissantes, qui pensaient qu'elles n'avaient pas d'autre choix que d'accepter les miettes que leur mari voulait bien leur laisser. Certaines ont gagné leur procès, ont obtenu ce qui leur était dû. D'autres sont encore en pleine bataille, mais elles savent maintenant qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a des gens qui les soutiennent, qui croient en elles. Céline travaille maintenant avec moi dans cette association. Elle a terminé ses études et est devenue une travailleuse sociale brillante et passionnée. Elle accueille les femmes qui viennent nous voir, elle les écoute, elle les rassure, elle leur donne l'espoir dont elles ont besoin pour continuer à se battre. Elle est l'âme de notre association, et je sais que sa mère serait incroyablement fière de la femme qu'elle est devenue. Parfois, quand je la regarde travailler, quand je vois la compassion et la détermination dans ses yeux, je me dis que sa mère n'est pas morte en vain. Que de sa tragédie est né quelque chose de beau, quelque chose qui aide d'autres personnes à éviter le même destin. Il y a quelques mois, j'ai reçu une visite inattendue. Une femme d'environ 55 ans, bien habillée, l'air désespéré. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Martine, qu'elle était mariée depuis 32 ans, et que son mari venait de lui annoncer qu'il voulait divorcer. Il avait une maîtresse de 30 ans, il voulait tout l'argent, il la menaçait de la laisser sans rien si elle ne coopérait pas. Son histoire était presque identique à la mienne, et en l'écoutant, j'ai senti toute ma douleur remonter à la surface. Mais j'ai aussi senti quelque chose d'autre. Une détermination farouche de ne pas laisser cette femme subir ce que j'avais subi. Nous avons pris son cas en charge, nous l'avons mise en contact avec Maître Durand. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Martine a gagné son procès. Elle a obtenu la moitié de tous les biens matrimoniaux, une pension alimentaire confortable, et son ex-mari fait face à des accusations de dissimulation d'actifs. Martine est venue me voir après le verdict, les larmes aux yeux, et m'a dit merci. Merci de m'avoir montré que je pouvais me battre, que je méritais mieux. Sans vous, j'aurais signé ces papiers, j'aurais tout perdu. Ces mots ont donné un sens à tout ce que j'ai traversé. Toute la douleur, toute l'humiliation, toute la souffrance, tout cela avait maintenant un but. Je dois vous parler aussi de quelque chose qui m'a beaucoup aidé pendant cette période difficile. La thérapie. Oui, moi, Thérèse, une femme de 72 ans qui avait grandi dans une époque où on ne parlait pas de ses problèmes, où on gardait tout à l'intérieur, j'ai commencé à voir une thérapeute. Au début, j'étais sceptique, je pensais que c'était une perte de temps et d'argent. Mais Céline a insisté, me disant que j'avais 50 ans de douleurs refoulées qui devaient être libérées. Ma thérapeute, Dr Lemoine, une femme douce et patiente d'une 40aine d'années, m'a aidé à comprendre des choses sur moi-même que je n'avais jamais réalisées. Elle m'a fait comprendre que j'avais été victime d'abus psychologiques pendant des décennies, que la façon dont Henri me traitait, me rabaissait constamment, contrôlait chaque aspect de ma vie, n'était pas normale, n'était pas acceptable. Elle m'a aidé à voir que je n'étais pas responsable de ses actions, que je ne méritais pas ce qui m'était arrivé. Nous avons parlé de mon enfance, de la façon dont ma propre mère avait été soumise à mon père, de comment j'avais appris dès mon plus jeune âge que le rôle d'une femme était de servir son mari, de se taire, d'accepter. Nous avons parlé de toutes les fois où j'avais avalé mes propres désirs, mes propres ambitions, pour faire place à ceux d'Henri. Nous avons parlé de la culpabilité que je ressentais d'avoir été une mauvaise mère pour Julien, même si rationnellement je savais que ce n'était pas ma faute s'il avait choisi de me trahir. Ces séances de thérapie ont été douloureuses, épuisantes émotionnellement.
J'ai pleuré plus de larmes en 6 mois de thérapie que je n'en avais versé dans toute ma vie. Mais j'ai aussi commencé à guérir, à me reconstruire. J'ai commencé à me voir non plus comme une victime impuissante, mais comme une survivante forte. J'ai commencé à me pardonner à moi-même pour toutes les années où j'avais accepté l'inacceptable, où je m'étais effacée pour faire plaisir aux autres. Un jour, Docteur Lemoine m'a demandé: Thérèse, si vous pouviez revenir en arrière, à vos 22 ans, et rencontrer à nouveau Henri au vernissage, feriez-vous les mêmes choix? Cette question m'a hantée pendant des semaines. Honnêtement, je ne sais pas. Si je n'avais pas épousé Henri, je n'aurais pas vu Julien. Et malgré sa trahison, malgré tout le mal qu'il m'a fait, je ne peux pas regretter son existence. Il a été pendant 45 ans la plus grande joie de ma vie. Peut-être que si je pouvais revenir en arrière, je ferais les mêmes choix, mais je les ferais différemment. Je ne m'effacerais pas complètement. Je garderais ma carrière, mon indépendance financière. Je mettrais des limites. Je ne laisserai pas Henri me traiter comme sa propriété. Mais voilà, je ne peux pas revenir en arrière. Personne ne le peut. Tout ce que je peux faire, c'est vivre le reste de ma vie du mieux possible, en apprenant de mes erreurs, en aidant d'autres personnes à éviter les miennes. C'est pour cela que je me lève chaque matin, c'est pour cela que je continue à me battre, même quand c'est difficile, même quand la douleur de la trahison revient me hanter la nuit. Il y a quelques semaines, j'étais dans un café près de chez moi, en train de lire un livre, quand j'ai entendu une voix familière. Je me suis retournée et j'ai vu Henri. Il était assis à une table dans le coin, seul, l'air vieux et fatigué. Il ne m'avait pas vu. Je l'ai observé pendant quelques minutes. Il sirotait son café lentement, regardant dans le vide, l'air perdu. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la pitié, certainement. Mais aussi de la colère, de la tristesse, et étrangement, un certain détachement. Cet homme qui avait été le centre de ma vie pendant 50 ans, cet homme pour qui j'avais tout sacrifié, n'était plus qu'un étranger pour moi. J'ai pensé à m'approcher de lui, à lui parler, mais qu'est-ce que je lui aurais dit? Il n'y avait plus rien à dire. Tout avait été dit dans la salle d'audience, dans les documents juridiques, dans le silence qui avait suivi le verdict. J'ai ramassé mes affaires et je suis partie discrètement, avant qu'il ne me voie. En sortant du café, je me suis sentie étrangement légère, comme si je venais de fermer définitivement un chapitre de ma vie. Ce soir-là, j'ai appelé Céline et je lui ai raconté cette rencontre. Elle m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai répondu que je me sentais libre. Libre de la colère, libre du ressentiment, libre du besoin de vengeance. Henri avait déjà perdu tout ce qui comptait pour lui. Il avait perdu son argent, sa réputation, sa femme, son fils. Il vivait seul dans un appartement médiocre, sans personne pour prendre soin de lui dans ses vieux jours. C'était une punition suffisante. Je n'avais pas besoin d'en rajouter. Céline m'a dit quelque chose de très sage ce soir-là. Elle m'a dit: Thérèse, vous savez ce qui est la plus belle revanche. C'est de vivre bien, de vivre pleinement, de montrer à ceux qui vous ont fait du mal que vous n'avez pas besoin d'eux pour être heureuse. Votre vie maintenant est votre revanche. Et elle avait raison. Ma vie maintenant, même à 72 ans, est meilleure qu'elle ne l'a jamais été pendant mon mariage avec Henri. Je veux vous parler maintenant de quelque chose de très important. L'argent. Pendant toute ma vie avec Henri, je n'ai jamais eu le contrôle de notre argent. C'était lui qui gérait tout, qui décidait de tout. Je recevais une allocation mensuelle comme une enfant reçoit son argent de poche. Je ne savais même pas combien nous avions sur nos comptes. Cette dépendance financière m'a mise dans une position de vulnérabilité extrême. Quand Henri a voulu divorcer, j'étais terrifiée parce que je ne savais pas comment je survivrais financièrement. C'est une leçon que j'essaie maintenant de transmettre à toutes les femmes qui viennent à notre association. Peu importe votre situation, peu importe si vous êtes marié à l'homme le plus merveilleux du monde, vous devez toujours avoir votre propre argent, votre propre compte bancaire, votre propre indépendance financière. Ce n'est pas une question de méfiance, c'est une question de survie. Parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Votre mari peut vous quitter, il peut mourir, il peut perdre son emploi. Si vous n'avez aucune ressource propre, vous êtes à la merci des autres. Avec l'argent que j'ai reçu du divorce, j'ai appris à gérer mes finances. J'ai embauché un conseiller financier, une femme brillante qui m'a expliqué comment investir intelligemment, comment faire fructifier mon argent,
Comment assurer ma sécurité financière pour le reste de ma vie? C'était intimidant au début, tous ces termes que je ne comprenais pas, tous ces concepts financiers qui me semblaient si compliqués. Mais j'ai persévéré, j'ai appris, et maintenant je comprends mes finances mieux qu'Henri ne les a probablement jamais comprises. J'ai investi dans l'immobilier, dans des actions diversifiées, dans des obligations sûres. J'ai créé un fonds pour mon association, pour m'assurer qu'elle pourra continuer à fonctionner même après ma mort. J'ai fait un testament clair, laissant mon argent à des œuvres caritatives qui aident les femmes en difficulté. Pas un centime n'ira à Julien ou à Henri. Mon argent servira à faire du bien dans le monde, à aider des gens qui en ont vraiment besoin. Cette indépendance financière m'a donné une confiance en moi que je n'avais jamais connue auparavant. Je marche différemment maintenant, la tête haute, les épaules en arrière. Je ne baisse plus les yeux quand quelqu'un me parle. Je n'hésite plus à exprimer mes opinions, mes désirs. Je dis non quand je veux dire non, je dis oui quand je veux dire oui. C'est incroyable qu'il m'ait fallu 72 ans pour découvrir cette liberté, mais mieux vaut tard que jamais. Il y a environ 3 mois, j'ai reçu une autre lettre de Julien. Celle-ci était différente des autres. Il ne suppliait pas mon pardon, il ne s'excusait pas. Au lieu de cela, il m'informait qu'il allait se marier. Il me disait qu'il avait rencontré une femme merveilleuse qui l'avait aidé à se reconstruire après la destruction de sa carrière. Il me disait qu'ils attendaient un bébé. Il me disait que malgré tout ce qui s'était passé, j'allais être grand-mère, et qu'il espérait que peut-être, un jour, je pourrais faire partie de la vie de son enfant. Cette lettre m'a bouleversée. Un petit enfant. Quelque chose que j'avais rêvé pendant des années. Mais à quel prix? Pour voir ce petit enfant, je devrais pardonner à Julien, reprendre contact avec lui, faire comme si rien ne s'était passé. Je devrais ignorer le fait qu'il m'a trahi de la pire façon possible, qu'il a participé activement à ma spoliation. Pourrais-je faire cela? Devrais-je faire cela? J'en ai parlé à Dr Lemoine lors de notre séance suivante. Elle m'a dit que c'était à moi de décider, qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Elle m'a demandé de réfléchir à ce que je voulais vraiment, pas ce que je pensais devoir faire, mais ce que mon cœur me disait. J'ai passé des semaines à y penser, pesant le pour et le contre, imaginant différents scénarios. Finalement, j'ai décidé d'écrire à Julien. Je lui ai dit que j'étais heureuse pour lui, que je lui souhaitais le meilleur dans sa nouvelle vie. Je lui ai dit que je serais ravie de connaître mon petit enfant quand il ou elle naîtrait. Mais je lui ai aussi dit clairement que cela ne signifiait pas que je lui pardonnais, que notre relation ne serait jamais plus ce qu'elle avait été. Que je ferais cela pour l'enfant innocent qui allait naître, pas pour lui. Que s'il voulait que je fasse partie de la vie de son enfant, il devrait accepter mes conditions. Nous nous verrions uniquement pour les occasions impliquant l'enfant, nous ne parlerions pas du passé, nous maintiendrions une relation polie mais distante. Julien a accepté mes conditions. Il m'a écrit qu'il comprenait, qu'il était reconnaissant de me donner cette chance. Il m'a envoyé une photo de sa fiancée, une jolie femme brune au sourire chaleureux. Elle s'appelle Claire, elle est enseignante dans une école primaire. Elle ne savait rien de notre histoire familiale quand elle a rencontré Julien, mais il lui a tout raconté maintenant. Apparemment, elle a insisté pour qu'il essaie de réparer sa relation avec moi, elle pense qu'un enfant a besoin de connaître ses grands-parents. Le bébé est né il y a 2 semaines. Une petite fille qu'ils ont appelée Sophie. Julien m'a envoyé des photos. Elle est magnifique, avec de grands yeux bleus et une touffe de cheveux noirs. En regardant ces photos, j'ai senti mon cœur se serrer. Cette petite fille innocente ne sait rien des drames familiaux qui ont précédé sa naissance. Pour elle, je serai simplement sa grand-mère. Et peut-être que c'est une chance pour moi de recommencer, de créer une nouvelle relation basée sur l'amour sans être teintée par la trahison du passé. Je dois aller la rencontrer la semaine prochaine. Julien et Claire vivent maintenant à Grenoble, à environ 2 heures de Lyon. Céline a offert de m'accompagner, elle sait combien c'est difficile pour moi. J'ai acheté des cadeaux pour le bébé, de jolies petites robes, des jouets, un album pour ses premières photos. J'essaie de ne pas trop réfléchir à ce que je ressentirai en revoyant Julien après tout ce temps. Je me concentre sur Sophie, sur cette petite vie nouvelle qui représente peut-être une possibilité de guérison. Mais je dois être honnête avec vous. Une partie de moi est toujours en colère. Une partie de moi ne peut pas oublier ce que Julien m'a fait. Quand je le verrai tenir sa fille dans ses bras,
je me demanderai comment un homme qui peut aimer son enfant si intensément a pu trahir sa propre mère de façon si cruelle. C'est une contradiction que j'ai du mal à comprendre, à accepter. Docteur Lemoine dit que la nature humaine est complexe, que les gens peuvent être capables du meilleur et du pire simultanément. Intellectuellement, je comprends cela. Émotionnellement, c'est beaucoup plus difficile. En repensant à tout ce parcours, à cette nuit terrible au restaurant quand la serveuse m'a murmuré de partir, je réalise combien ma vie a changé. Si Céline ne m'avait pas sauvée ce soir-là, si elle ne m'avait pas aidée, donné le numéro de sa tante, offert son soutien, où serais-je maintenant? J'aurais probablement signé ces papiers sous la pression d'Henri. Je me serais retrouvée dans un petit studio miteux, vivant avec une pension alimentaire de misère, seule et brisée. Peut-être aurais-je fini comme la mère de Céline. Cette pensée me glace encore le sang. C'est pour cela que je crois si fort en l'importance d'aider les autres, de tendre la main à quelqu'un qui souffre, même si c'est un étranger. Céline était juste une serveuse dans un restaurant, je n'étais qu'une cliente parmi tant d'autres. Elle aurait pu ignorer ce qu'elle avait entendu, se dire que ce n'était pas ses affaires, que je n'étais rien pour elle. Mais elle a choisi d'agir, de prendre le risque de m'offrir son aide. Et continuer ce geste simple a changé ma vie de façon irréversible. C'est pour cela que notre association porte son nom, l'association Céline, en honneur de cette jeune femme courageuse qui a eu le cran de faire ce qui était juste. Chaque femme qui vient à notre association, nous lui racontons l'histoire de comment tout a commencé, comment un simple murmure dans un restaurant a sauvé une vie. Nous voulons qu'elles comprennent que peu importe à quel point leur situation semble désespérée, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours quelqu'un prêt à les aider. Nous voulons être pour elles ce que Céline a été pour moi, une bouée de sauvetage dans l'océan du désespoir. L'argent que j'ai reçu du divorce, ces 8 millions d'euros, je les vois maintenant comme un outil pour faire du bien. Bien sûr, je vis confortablement, je ne vais pas prétendre le contraire. J'ai un bel appartement, je voyage, je m'offre de petits plaisirs que je n'aurais jamais osé demander à Henri. Mais la plus grande partie de cet argent est investie dans l'association, dans l'aide aux femmes en difficulté, dans la création d'un monde où les femmes comme moi ne seront plus victimes d'hommes sans scrupules. Nous avons maintenant 3 avocates qui travaillent pour l'association, toutes pro bono ou pour des honoraires symboliques. Nous avons une ligne téléphonique d'urgence disponible 24 heures sur 24. Nous avons un refuge temporaire où les femmes peuvent se réfugier si elles sont en danger. Nous organisons des ateliers sur l'indépendance financière, sur les droits des femmes en cas de divorce, sur la reconnaissance des signes d'abus psychologiques. Nous sommes devenus une vraie force dans notre communauté. Les médias se sont intéressés à notre histoire. J'ai été interviewée par plusieurs journaux, magazines, même quelques émissions de télévision. Au début, j'étais réticente à exposer ma vie privée ainsi, mais Maître Durand m'a convaincue que mon histoire pouvait inspirer d'autres femmes, leur donner le courage de se battre. Alors j'ai accepté. J'ai raconté mon histoire encore et encore, chaque fois espérant qu'une femme quelque part l'entendrait et réaliserait qu'elle n'avait pas à accepter d'être traitée comme moins que rien. Après une de ces interviews télévisées, j'ai reçu des centaines de lettres. Des femmes de toute la France, de tous âges, qui m'écrivaient pour me raconter leurs propres histoires de trahison, d'abus, de manipulation. Certaines lettres me faisaient pleurer tellement la douleur qu'elles contenaient était palpable. D'autres me donnaient de l'espoir, car c'étaient des femmes qui, inspirées par mon histoire, avaient décidé de se battre et avaient gagné. J'ai essayé de répondre à chaque lettre personnellement, même si cela me prenait des heures chaque jour. Je sentais que je leur devais au moins cela, une reconnaissance de leur douleur, un message d'espoir. Une lettre en particulier m'a profondément touchée. Elle venait d'une jeune femme de 32 ans, mariée depuis 8 ans, avec 2 jeunes enfants. Son mari la traitait exactement comme Henri m'avait traité, la rabaissant constamment, contrôlant tout leur argent, l'isolant de ses amis et de sa famille. Elle me disait qu'en regardant mon interview, elle avait réalisé que ce qu'elle vivait n'était pas normal, n'était pas acceptable. Elle avait quitté son mari, avait trouvé un refuge pour elle et ses enfants, et était maintenant en train de reconstruire sa vie. Elle me remerciait de lui avoir ouvert les yeux, de lui avoir montré qu'il était possible de s'échapper. Cette lettre, je l'ai gardée dans un cadre sur mon bureau. Quand j'ai des moments de doute, quand je me demande si tout cela en valait la peine, je la relis et je retrouve ma détermination. Il y a quelques jours, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Henri est à l'hôpital. Il a fait une crise cardiaque et son pronostic n'est pas bon.
L'hôpital m'a contacté car je suis toujours techniquement sa plus proche parente, le divorce n'étant pas encore finalisé administrativement. Il voulait savoir si je souhaitais le voir. J'ai été prise de court par cette nouvelle. Malgré tout ce qu'il m'a fait, l'idée qu'il puisse mourir me troublait profondément. J'en ai parlé à Céline, à Docteur Lemoine, à Maître Durand. Chacune m'a donné son avis, mais tout ont convenu que la décision finale devait être la mienne. Céline pensait que je devrais aller le voir, ne serait-ce que pour avoir une clôture définitive. Docteur Lemoine m'a mise en garde contre le fait d'aller le voir par obligation ou par culpabilité, me rappelant que je ne lui devais rien après ce qu'il m'avait fait. Maître Durand, toujours pragmatique, m'a rappelé que sa mort avant la finalisation du divorce pourrait compliquer les choses juridiquement. Finalement, j'ai décidé d'aller le voir. Pas pour lui, mais pour moi. Pour pouvoir fermer ce chapitre définitivement, sans regret, sans question, sans réponse. Je me suis rendue à l'hôpital hier soir. Henri était dans une chambre privée, attaché à toutes sortes de machines qui bipaient et clignotaient. Il avait l'air si vieux, si fragile, si différent de l'homme puissant et arrogant que j'avais connu. Ses cheveux, autrefois si soigneusement coiffés, étaient en désordre. Son visage était pâle, creusé. Ses mains, qui avaient autrefois contrôlé chaque aspect de ma vie, tremblaient légèrement. Quand il m'a vu entrer, ses yeux se sont écarquillés de surprise. « Thérèse » a-t-il murmuré d'une voix faible. « Tu es venue. » Je me suis assise sur la chaise à côté de son lit, gardant une distance respectable. « Je ne suis pas venue pour te pardonner, Henri, ai-je dit calmement. Je suis venue parce que malgré tout, nous avons partagé 50 ans de notre vie. Parce que tu es le père de mon fils. Parce que je ne veux pas avoir de regrets. » Il a hoché la tête lentement, des larmes coulant sur ses joues creuses. « Je suis désolé, Thérèse, a-t-il dit. Je sais que ces mots ne changent rien, mais je suis vraiment désolé. J'ai été un imbécile, un monstre. J'ai détruit la seule chose qui avait vraiment de la valeur dans ma vie. Nathalie m'a quitté dès qu'elle a vu que je n'avais plus autant d'argent qu'elle le pensait. Julien me parle à peine. Je suis seule, malade, et je mérite tout cela. Sa contrition semblait sincère, mais j'ai senti un certain détachement. Ses excuses venaient trop tard, après trop de douleurs. Tu sais ce qui est ironique, Henri, lui ai-je dit. Pendant 50 ans, j'aurais tout donné pour que tu me voies, que tu me reconnaisses, que tu m'apprécies. Et maintenant que tu le fais enfin, maintenant que tu réalises ce que tu as perdu, je ne ressens plus rien. Je ne te hais pas, je ne t'aime pas. Tu n'es plus qu'un étranger pour moi, un homme avec qui j'ai partagé une vie qui semble appartenir à quelqu'un d'autre. Il a fermé les yeux, de nouvelles larmes coulant. Je comprends, a-t-il murmuré. Je comprends et je ne te blâme pas. Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes, le seul son étant le bip régulier des machines. Puis Henri a ouvert à nouveau les yeux et m'a regardé. Tu as l'air bien, Thérèse. Tu as l'air heureuse. C'est étrange, mais je suis content pour toi. Tu mérites d'être heureuse. Je mérite d'être seule. J'ai hoché la tête, me levant pour partir. Adieu, Henri. J'espère que tu trouveras la paix. Il a murmuré adieu, Thérèse. Merci d'être venue. En sortant de cette chambre d'hôpital, j'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. C'était vraiment fini maintenant. J'avais tourné la page définitivement. Ce matin, l'hôpital m'a appelé pour m'informer qu'Henri était décédé pendant la nuit. Sa crise cardiaque avait été trop sévère, son cœur trop faible. Il était mort seul, sans personne à ses côtés. J'ai ressenti une tristesse étrange, pas pour l'homme qu'il était devenu, mais pour le jeune homme que j'avais rencontré il y a 50 ans, celui dont j'étais tombée amoureuse, celui qui me faisait rêver. Cet homme-là était mort bien avant la nuit dernière, remplacé progressivement par quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'ai appelé Julien pour lui annoncer la nouvelle. Il a pleuré au téléphone, des sanglots déchirants qui m'ont fendu le cœur malgré tout. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à organiser les funérailles. J'ai accepté, pas pour Henri, mais pour Julien, pour lui montrer que malgré tout ce qui s'était passé entre nous, je pouvais encore être là pour lui dans les moments difficiles. Nous avons organisé une cérémonie simple dans une petite chapelle à Lyon. Il n'y avait pas beaucoup de monde, une vingtaine de personnes tout au plus. Des anciens collègues d'Henri, quelques voisins, Julien et sa famille, et moi. Pendant la cérémonie,
j'ai regardé le cercueil d'Henri et j'ai pensé à toutes ces années, à tous ces moments partagés, les bons et les mauvais. J'ai pensé à notre mariage, à la naissance de Julien, aux rares moments de bonheur véritable que nous avions connus. Mais j'ai aussi pensé aux années de rabaissement, de contrôle, de manipulation. J'ai pensé à cette nuit au restaurant, au choc de la trahison, à la douleur de la découverte. Et j'ai réalisé que je ne regrettais rien de ce qui s'était passé cette dernière année. Oui, cela avait été douloureux, déchirant, mais cela m'avait aussi libéré. Après la cérémonie, Julien est venu me voir. Il m'a serré dans ses bras, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus d'1 an. « Maman, merci », a-t-il murmuré. « Merci d'avoir été là. Je sais que je ne le mérite pas. » Je l'ai serré brièvement, puis je me suis écartée. « Julien, j'ai fait cela pour toi, mais ne confonds pas cela avec un pardon complet. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir avant que notre relation puisse être réparée, si elle peut l'être. » Il a hoché la tête, essuyant ses larmes. « Je comprends, maman. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer de regagner ta confiance. » Claire, sa femme, s'est approchée avec bébé Sophie dans les bras. « Madame Dubois, je suis désolée pour votre perte. » Elle m'a tendu le bébé. « Voudriez-vous la tenir ?» J'ai pris ma petite fille dans mes bras pour la première fois. Elle était si légère, si parfaite, avec ses petits doigts qui s'agrippaient à mon châle. Elle m'a regardée avec ses grands yeux bleus innocents, et j'ai senti mon cœur fondre. Cette petite créature n'avait rien à voir avec tous les drames qui avaient secoué notre famille. Elle était pure, innocente, pleine de possibilités. En la tenant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir pour l'avenir. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, abonnez-vous à notre chaîne et attendez les prochaines vidéos, commentez de quelle ville vous venez, au revoir.